On retrouve nos invités, on vous retrouve également pour la suite de Regard croisé Fioclo à Danglenou. Le doyen est là. Nous avons également Gabin Diao, sans oublier Georges Eo, l'homme politique du secte des leaders émergents. On va en Côte d'Ivoire, 10 jours après l'arrestation des 49 soldats ivoiriens au Mali. L'opposition et la société civile sortent de leur silence et critiquent la mauvaise gestion de l'affaire par les autorités ivoiriennes et lui demande davantage de transparence dans cette affaire pour le moins confuse. Katina Kone, porte-parole du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a demandé la plus grande transparence dans cette affaire et a exigé l'ouverture d'une enquête parlementaire, tout pour démêler le vrai du faux. Georges Ewo, comment voyez-vous la sortie du porte-parole du PPACI, du président Laurent Gbagbo? Non, ils sont dans leur rôle. Et en fait, vous savez, c'est un parti qui est, moi je dirais un parti, je ne sais pas, né mort ou bien mort-né. C'est un parti qui est véritablement sous l'ombre de la politique ivoirienne. Et vous voyez, c'est un parti que les gens ne retrouvent même pas. On ne sait pas, moi, si vous ne l'avez pas encore appelé PPA quoi. Ce n'est pas, c'est un parti, c'est un parti que les Africains, que les Africains ne connaissent pas. Vous voyez, avec tout ce qu'on sait de Laurent Gbagbo, un politicien vraiment percutant et tout ça là, c'est relégué au dernier plan. Il est sous l'ombre de la politique de Alassane Ouattara. Et donc pour sortir, pour se faire voir, pour se faire attendre, que véritablement il y a encore un parti de Laurent Gbagbo qui est en Côte d'Ivoire. Il faut surfer sur des histoires comme ça pour demander l'enquête d'éclaircissement. Quel éclaircissement ils veulent? Ils veulent quel éclaircissement par rapport à quoi? Que le président leur fait des déclarations pour dire que c'est comme ça, à part tout ce qui a été dit. Je pense que c'est vraiment du flou au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à ce qui se passe avec le Mali 49, et à ces 49 militaires dénommés mercenaires au niveau du Mali. Vous voyez, c'est frustrant lorsque vous êtes un pays, quand vous prenez l'UEMOA, la Côte d'Ivoire c'est le poumon de l'UEMOA et on estime que la Côte d'Ivoire est un grand pays qu'on respecte beaucoup et on désire qu'il joue pleinement un rôle dans l'UEMOA et par ricochet dans la CEDEAO. Il ne joue pas ce rôle. Non, en fait, quand je voudrais, c'est sur ce plateau que j'ai fait le déroulé de la relation depuis le putsch entre la Côte d'Ivoire et les autorités de la transition et au Mali. Et vous convenez avec moi que tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des choses qui sont faites dans le respect mutuel. Et la Côte d'Ivoire, vous voyez, j'avais parlé de fuite de l'audio dont la voix s'apparente à la voix du président Alassane Ouattara. J'avais parlé même jusqu'à aller à l'écho. Vous voyez l'écho de l'UEMOA, alors qu'on discutait l'écho de la CEDEAO, le président ivoirien qui est revenu avec, je ne sais pas d'égard à ses autres présidents, à ses collègues présidents. Il annonce, comment vous l'appelez, l'écho UEMOA et qui véritablement met en difficulté toute la sous-région de la CEDEAO. Vous voyez, il faut du respect mutuel pour ce que le président Ouattara ne fait pas. Et puis, vous devez déceler ce que le président est en train de faire parce que quand vous écoutez l'audio et vous écoutez aussi ce qui se passe aujourd'hui avec la déclaration de la MUNISMA, vous voyez ce qui se déclare et que les gens ne reconnaissent pas la venue de ces militaires-là. C'est vraiment difficile. Si nous devons nous en tenir qu'aux déclarations des autorités de la MUNISMA, vous ne voyez pas que c'est dangereux?
C'est dangereux ce qui se fait. Si cela, on peut analyser. Vous ne pensez pas qu'au niveau de l'amunissement même, il y a une sorte de cacophonie, parce qu'on a vu Olivier Salgado l'autre fois qui a tuité, et dans ce tweet, on remarque qu'il apporte un soutien à la déclaration, si on peut le dire, des autorités ivoiriennes. Maintenant, quelques temps après, l'amunissement sort et dit autre chose. Non, comment on peut comprendre cela? C'est pour cela que pour déceler les choses, pour analyser, pour aller de fond à comble, vous allez voir que ce qui se trame, ce qui se fait au niveau des autorités ivoiriennes, et surtout les relations vis-à-vis avec les autorités maliennes, on peut appeler ça du mépris. On peut appeler ça du mépris. Parce que je dis bien du mépris. Parce que si vous devez vous comporter à la sorte, parce qu'il y a l'amunissement et que les gens doivent faire la rotation, c'est en cela que vous ne devez pas prendre des dispositions idoines pour ce qui concerne la diplomatie bilatérale entre les deux pays. Vous ne devez pas respecter les lois et les réglementations qui régissent comment vous l'appelez, ces missions. Alors là, c'est quoi? C'est du mépris. Donc, alors, pour Georges Eo, donc cette sortie du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, c'est un non-événement pour lui, c'est une manière pour Kone Katina de se faire entendre. Comment vous voyez cette sortie? Pour moi, c'est un événement. C'est un événement parce que le PPACI est quand même dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo, qui n'est pas n'importe qui. On peut dire que c'est un jeune parti, mais pas un parti mort-né quand même. Et aujourd'hui, c'est très important de faire l'état des lieux quant à ce qui se passe au niveau du Mali avec les 49 militaires, parce qu'il y a un imbroglio total. L'ONU, avec l'amunissement, qui n'arrive pas à rétablir la vérité. Le gouvernement ivoirien qui se mue dans un certain mutisme, qui n'arrive pas réellement à communiquer, à dire les choses telles qu'elles sont. C'est le Mali seul qui arrive réellement à parler, à dire ce qui s'est passé réellement. Vous ne pouvez pas dire que bon, vous voulez changer 13 militaires, faire la rotation de 13 militaires et envoyer 49 militaires. Je suis désolé. Et sur les cartes de ces militaires-là, on trouve des menuisiers, on trouve des maçons et quand je suis les sbires du président Alassane Ouattara, ils disent que non, ces messieurs-là peuvent être des maçons ou bien des menuisiers avant d'être enrôlés dans l'armée. Mais quoi qu'il en soit, quand vous enrôlez dans l'armée, il y a une ordre de mission. Et l'ordre de mission-là comporte réellement les charges qui vous seront assignées de l'autre côté. Et les autorités maliennes devraient être informées, ce qui n'a pas été fait selon les déclarations du côté de Bamako. Maintenant, il faut réellement rétablir la vérité. Moi, j'ai un petit souci concernant ce qu'est en train de faire aujourd'hui le président Alassane Ouattara, parce que quand on voit les sanctions illégitimes et illégales qui avaient été faites contre le Mali, c'était lui la figure de proue, c'était lui l'instigateur de ces sanctions-là. Et aujourd'hui, pas la CEDEAO, c'est la CEDEAO. Mais quand même, on le connaît. On sait sous quelle coupole lui il évolue. On le connaît très bien. Et si aujourd'hui... C'est quelle coupole? Sur la coupole de la France, on le sait tous. Macky Sall, Fornia Singbe, selon vous? On sait tous que la CEDEAO est financée en majeure partie par la puissance occidentale. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est le monsieur France de l'Afrique, hein, on le sait tous, et il n'y a personne qui va nous démentir. Et si ce monsieur-là, qui était contre le Mali, aujourd'hui, se mue en sauveur et dit que non, il envoie des forces pour pouvoir renforcer la sécurité au Mali, moi j'en doute. Renforcer la sécurité au Mali, ça veut dire que il assure carrément la transition de ceux-là dont il était contre la dernière fois. Donc aujourd'hui, il va falloir rétablir la vérité réellement et dire que voilà les intentions pour lesquelles j'ai envoyé les militaires. Sinon, les Maliens ne se retrouvent pas réellement dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il envoie comme signaux. Il va falloir jouer à la calmie parce que le Mali, quoi qu'on dise, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères et il faut privilégier toujours les peuples. Je ne vois pas un certain Alassane Ouattara ou bien Assimi Goïta jouer au jeu de pickpocket, comme on dit, de boomerang. Et puis, à un certain moment, vous savez, nous sommes des Africains. Et si le Mali est attaqué, c'est toute la sous-région qui est attaquée. Aujourd'hui, il faut faire très attention aux jeux troubles que certains voulaient jouer.
il faut faire très attention et mettre hors d'état de nuire ces genres de personnes-là, parce qu'ils sont en train de mettre en péril la sécurité dans la sous-région. Le Mali était attaqué, la Libye était attaquée, de la Libye, c'est arrivé au Mali. Au Mali, c'est toute la sous-région aujourd'hui qui est prise. Et ça, c'est arrivé même jusqu'au Togo. Il va falloir faire très attention et réellement rétablir la vérité pour qu'on sache qui fait quoi dans cette sous-région. Nous sommes gênés que nos soldats se retrouvent dans cette situation. Donc nous demandons qu'ils retournent au pays, mais par la voie diplomatique, sans toutefois que cette venue cache ou empêche la recherche de la vérité sur ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ce sont les propos de Katina Kone. Vous, doyen Fioklo Adagbenou, comment vous analysez la sortie du PPACI? Avant d'en arriver là, je voudrais dire quelque chose. Je sais que pour prendre un avion, ou bien pour un avion, il y a quelque chose qu'on appelle plan de vol. Et sur ce plan de vol, le plan de vol décrit l'identité de l'avion qui est communiqué aux autorités aériennes. À part l'identité de l'avion, ça précise le la contenu route à suivre, les personnes à bord. Je ne sais pas, les autorités maliennes n'ont jamais parlé de plan de vol. Tout en sachant que pour tout plan de vol, on dépose ça 72 heures ou 48 heures d'avance. Donc pour vous, c'est trop facile ainsi d'accuser. Depuis que l'affaire a éclaté, moi personnellement qui suis assis ici là, je ne crois pas ça. Vous ne maîtrisez pas le contour. Donc pour vous, c'est trop facile d'accuser la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. Non, moi j'accuse les autorités maliennes. Est-ce qu'ils ont présenté le plan de vol? Que sur le plan de vol, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Surtout dans leur communiqué, dans leur sortie. Dans leur sortie. Quand ils ont dit qu'il y a des menuisiers, moi je dis que c'est un faux problème en ce sens que dans l'armée, il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a des forgerons, il y a des mécaniciens et autres qui portent treillis et qui connaissent le maniement des armes. Le problème est où? Mais Fioklo, c'est pas trop facile aussi. C'est vrai, comme Gabin l'a dit tout à l'heure, spécifier votre fonction dans le pays. Le Mali, par exemple, selon les dires, les militaires, les mercenaires entre griffes n'arrivent pas à le dire. Je dis et je répète que, d'après mes informations, c'est l'avion qui a rapatrié, qui est revenu au Mali. Et tout en sachant qu'il y a un plan de vol qui est déposé. Si le Mali veut avoir un peu, si la junte voudrait avoir un peu, comment ça se dit, veut avoir l'adhésion de la population parce que la situation politique est morose ces derniers temps. Et que vous pensez que c'est le populisme donc? C'est ce que moi je pense, pour la junte. Alors, avant de revenir à la sortie de Kone Katina, parce que c'est ça le sujet, comment vous voyez la contradiction aujourd'hui entre Abidjan et l'amunissement? Je me rappelle qu'un accord a été signé en 2019, mais ça n'a été jamais mis en application. Et je dis ici que les derniers éléments du NFS là-bas sont rapatriés, ils étaient au nombre de 19. Si ça n'existait pas, comment se fait-il qu'ils sont allés là-bas et qu'on les a rapatriés suite à l'arrestation des 49 autres? C'est ça. Donc pour vous, c'est ce qui se faisait régulièrement? Si le contrat a été signé en 2019 et que la bonne application n'a pas eu lieu, néanmoins ça se faisait. Et les autorités maliennes sont au courant. Si les autorités maliennes nous ont présenté le plan de vol, qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je vais me taire. Mais il reste le plan de vol. Il reste le plan de vol. Et en plus de ça, ils disent que les 49 militaires étaient lourdement armés. Ils avaient des armes, Fioklo. Ils avaient des armes. Et c'est pourquoi je dis, sur le plan de vol, il a été déclaré quoi?
Qu'est-ce qui a été déclaré sur le plan de vol? C'est la partie là qui est confuse pour vous. Là, avant de vous arracher la parole, j'aimerais que vous glissiez un mot sur la sortie de Kone Katina. Il a le droit de demander cela, parce que pour le moment, on voit la Côte d'Ivoire qui est bête. Tout parti politique peut intervenir en ce sens que l'affaire est devenue une affaire diplomatique. C'est entre deux pays. Ce n'est plus... Le pouvoir a donné 2 ou 3 versions. Ouattara a tenu une réunion du Conseil de sécurité. La conclusion n'est pas celle-là, d'après moi. Et en plus de ça, les Ivoiriens qui sont retenus au Mali sont en mission. L'État ivoirien a l'obligation de les faire revenir au pays. Et c'est sur ça que surfe le parti PPACI. Et ils sont dans leur droit de réclamer la lumière. Moi je pense que depuis ce temps, l'état-major même doit prendre un communiqué. Et Alassane doit prendre les leaders politiques pour leur exposer la situation et voir dans quelle mesure... Même le ministre de la Défense, Ibrahima, dans quelle mesure on peut s'en sortir. On a demandé la médiation du Togo. Notre ministre des Affaires étrangères est sur la voie. On va voir ce que ça va donner. Alors, je sais que Georges veut parler. Cette dernière question, vous avez parlé de la médiation. Cette médiation a été initiée par le Togo sous la demande de qui précisément? Je sais que vous dirigez l'enquêteur, vous aurez les choses précises. Qui a demandé la médiation? Il y a des informations qu'on ne donne pas comme ça. Même si je sais celui qui est la demanderesse, je ne peux pas... C'est le président Ouattara? Si c'est la personne c'est Assimi Goïta, parce que selon le l'étude du ministre des Affaires étrangères, c'est le Mali. C'est ce qui est bizarre. Vous savez que le Mali a toujours un penchant pour le gouvernement togolais dans les médiations. Et malgré la crise, le Togo est au cheveu du Mali. Et la finalité, c'est la levée des sanctions qu'il y a eu à Accra la dernière fois. Ce qui veut dire que entre le Togo et la junte militaire au Mali, il y a une certaine entente. Et si la junte demande au gouvernement togolais d'aller voir Alassane Ouattara pour savoir la raison pour laquelle ils ont envoyé, moi je ne vais jamais utiliser le mot mercenaire. C'est militaire. C'est soi-disant mercenaire. C'est soi-disant mercenaire. Moi je dis que le problème n'en est pas là. Une fois que le plan de vol n'est pas exposé, pour qu'on sache ce qu'ils sont et ce qu'ils sont allés faire, il y a tout. Le contenu de l'avion, l'identité de l'avion, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, la route à suivre. On a dit qu'ils ont arrêté des gens qui sont des militaires et les policiers qui étaient à l'aéroport ont été arrêtés et incarcérés. Moi, je ne vois pas. Alors, Georges, je sais que vous voulez réagir suite à la sortie du doyen. Je sais que c'est un sujet qui a 2 faces. Et surtout, je vais insister sur la sortie du PPACI, comment il va et autres. Mais c'est que aussi, c'est l'actualité. Vous voulez plus parler du Mali, allez-y. Oui, en fait, la même question que l'aîné a posée, on pose la même question à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'arrive pas à sortir le plan qu'il avait envoyé aussi aux autorités maliennes pour dire que c'est ce que nous avons envoyé et puisqu'ils doivent accuser réception, ils doivent donner le OK. Et c'est pour cela que moi, j'insiste... La Côte d'Ivoire n'a pas envoyé le plan de vol aux autorités aériennes maliennes ou bien comment? Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La Côte d'Ivoire n'a pas donné de preuves que nous avons envoyé le plan. Ils ont accusé de réception. Ils ont connaissance de l'équipage, de tout ce qui est à bord de l'avion. Et jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire aussi, les autorités ivoiriennes n'ont pas montrer ça comme comme ils avaient le fait. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, l'avion est parti d'Abidjan pour Bamako sans plan de vol. C'est pour cela que je dis, c'est une responsabilité partagée finalement, Georges. Non, en fait, ce n'est pas une responsabilité partagée. C'est une faute administrative de la Côte d'Ivoire qu'il faut reconnaître. Donc, ce que moi je suis en train de dire, nous sommes tous des Africains.
personne n'a l'obligation aujourd'hui de mettre en péril la relation qui existe entre le peuple frère du Mali et le peuple de la Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Ouattara fait selon vous. Y compris nous-mêmes. Mais l'habitude de ce président, un doyen, et avec tout ce que nous savons par rapport à la Côte d'Ivoire, qui est un poumon de l'économie, qui est un grand pays que nous respectons, l'attitude de président, c'est ça que moi je suis en train de déceler. Vous devez savoir, vous rappeler de l'écho dont je fais allusion tout à l'heure. Il y a une procédure pour annoncer si l'UEMOA doit appeler sa monnaie franc CFA écho. Mais, je ne sais pas comment le dire, c'était une surprise totale pour tous les autres présidents, collègues, membres de l'UEMOA, d'apprendre que après, je crois, c'est la venue du président Macron en Côte d'Ivoire, et puis il annonce l'écho UEMOA, qui a surpris tout le monde, alors que c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui étaient des gens qui sont à la base de l'écho, comment vous l'appelez, l'écho de la CEDEAO. Et c'est ce qui met en péril la monnaie unique que nous devons créer. Maintenant, vous voyez les audios qui ont fuité par rapport à tout ce qu'il a qualifié des gens qui n'ont pas de... aux audios ça peut être aussi facile. Mais on lui a posé la question sur France 24, il n'a pas pu répondre. Il a dit que j'attends aussi, moi aussi j'attends les audios pour les analyser. Il n'a pas pu répondre. Quand nous a... Oui, qui disent que non. Qui disent que non, je n'ai pas dit, que je n'ai pas fait. Il dit seulement je parle avec tout le monde. Il doit savoir qu'en parlant avec tout le monde, tout le monde peut l'enregistrer. C'est ce qu'il doit comprendre. Puisqu'il n'a pas pu démentir. Il n'a pas pu démentir. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que quand vous voyez plus loin tout ce qu'il avait tramé par rapport aux sanctions du Mali, et c'est ce pays-là que vous voulez qu'on asphyxie. Et c'est ce pays-là que vous envoyez les militaires pour faire quoi? Pour les sauver? Mais pour les... donc, non, j'en viens. Oh, il est aussi vrai qu'il y a un peu de propagande par rapport à un certain nombre de choses pour tirer au clair. Moi, je pense que les autorités maliennes, ils ont fait ça pour tirer au clair les relations qui lient Abidjan et Bamako. Et pour faire en sorte que leur pays soit respecté principalement par les autorités ivoiriennes en charge de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que vous voyez aujourd'hui, ils ont demandé le rapatriement des autres, ils ont demandé beaucoup de choses pour aplanir. Même si la situation, la médiation togolaise, vous savez, c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est comment, je ne sais pas comment le qualifier, mais vous devez savoir que la diplomatie togolaise, ces derniers temps, est conduite par le professeur Doucet et qui a demandé d'une extraordinaire qu'on ne peut même pas qualifier aujourd'hui. Et tout ce qu'il fait, que ce soit en Afrique ou bien à l'extérieur, ce n'est pas la partie demanderesse qui compte. Aujourd'hui, il doit y avoir dialogue. C'est pourquoi, en l'entame, j'ai dit, personne n'a le droit de mettre en péril les relations qui nous lient en Afrique. Donc, il n'y a même pas de dire qui a demandé, pourvu qu'il y a médiation, pourvu qu'il y a solution. Parce qu'on ne veut pas. Le chef de l'État togolais a toujours dit, que les peuples sont plus intégrés que nous, les dirigeants. Trop facile. Dans la médiation, le professeur Robert Doucet, semble dire que c'est le chef de la transition malienne qui aurait demandé la médiation. Mais tenez compte de ça. Tenez compte de ça. Si vous voulez approfondir pour savoir, est-ce que vous doutez de la parole du professeur? Est-ce que vous doutez? Non, si vous ne doutez pas, ce qui est sûr aujourd'hui, il faut que les deux pays, quand on le dit chez nous, en Afrique toujours, si vous avez un problème avec quelqu'un de la famille, vous allez chez le chef de famille ou bien vous appelez d'autres membres de la famille, que celui qui se sent offensé peut le faire, celui qui est offenseur aussi peut le faire. Donc, c'est comme ça en Afrique. Donc, il ne faut pas que nous ignorons
nos réalités. En Afrique, nous aimons s'asseoir autour de la table pour discuter, pour trouver consensus, pour trouver solution à nos problèmes. Donc je pense que la médiation est bienvenue, peu importe qui l'a demandé. Oui. Alors il reste 3 minutes. Depuis que, une minute. Depuis que Wagner a foulé le sol malien, la junte militaire a du mal à partir avec les éléments de l'amunissement. Munissement. J'allais vous poser cette question. Est-ce que tout ça là, n'a pas pour base le renouvellement de l'amunissement? Il a posé des conditions. Même pour qu'un aéronef prenne les airs, il faut que l'autorité malienne soit informée pour donner son... Et c'est normal, non, doyen? C'est pas normal? Les Nations Unies ont envoyé un envoyé spécial depuis hier qui doit être en contact avec les autorités maliennes jusqu'à vendredi. Et le problème des 49 militaires est aussi au tapis. Sans oublier le problème d'Olivier Salgado, le porte-parole de l'amunissement. Vous voulez ajouter sans doute quelque chose? Vous avez 2 minutes, Gabin Adjao. Oui, on connaît tous le rôle qu'a joué Ouattara, je l'avais dit entre-temps. Mais parler souvent de qui, avant que tu me poses la question de qui aurait pu demander cette négociation-là. Vous savez, quand vous avez vos enfants chez quelqu'un et que la personne les séquestre, si la faute vient de vous, vous allez demander à ce qu'une tierce personne puisse intervenir pour calmer l'affaire. Mais si aussi l'autre est imbu d'une certaine sagesse et qu'il est assez sage et sait que bon, voilà, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Ça, c'est un côté, Gabin. Je suis d'accord. L'autre côté, c'est que peut-être on se reproche quelque chose. Peut-être on se reproche quelque chose. Et le Mali aujourd'hui, le plus important, je pense que les Maliens cherchent réellement à savoir ce que ces militaires-là faisaient sur leur territoire. Et c'est à la justice de le faire. C'est à la justice de le faire. Cette médiation, ce qui devait être fait depuis le vendredi. Ce qui devait être fait depuis le vendredi, mais il n'y a pas eu ce procès. Donc ça veut dire que la médiation est en train de faire son travail pour rapprocher les deux bords afin qu'ils arrivent à s'entendre. Et la Côte d'Ivoire, au vu de leurs déclarations et tout, je suis sûr que le président Alassane Ouattara n'aime pas se faire harakiri. On connaît ses relations avec notamment le président togolais qu'il appelle affectueusement jeune doyen. On connaît aussi la relation du Togo avec le Mali. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et le Mali ont trouvé un bon négociateur, quelqu'un qui puisse rapprocher les deux bords et les amener à s'entendre. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'arriver notamment à faire entendre raison à tout et chacun pour que ce problème-là n'arrive pas à embraser toute la sous-région, parce qu'on a besoin de la sérénité pour affronter ces djihadistes-là qui continuent de nous faire du mal. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la junte militaire qui est au pouvoir au Mali, ce n'est pas tant Alassane Ouattara, mais le problème, c'est les djihadistes. J'aime plus le terrorisme. Et il va falloir s'asseoir réellement, penser à endiguer ce genre de personnes sur notre sous-région que de s'attarder sur des disputes inutiles. On a arrêté déjà les 49 militaires, même si les Maliens parlent souvent de mercenaires. Les Ivoiriens, pour eux, ce sont des militaires. Donc, quoi qu'il en soit, il faut jouer à la diplomatie, arriver à calmer la situation pour qu'on fasse face réellement à cette fronde terroriste-là qui détruit notre sous-région. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, chers invités et chers amis, toujours scotchés pour la suite.